Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. On est à l'épisode 39 déjà, c'est merveilleux. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, ça va très bien. J'étais à Athènes ce week-end et c'était trop bien. Le temps était merveilleux et j'étais jamais allée à Athènes, donc j'ai vu tous les trucs trop cool, l'acropole. Et juste les ruines en fait partout dans la ville. Je trouve ça, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais je j'avais jamais vu comme ça en fait une ville, une capitale en plus avec juste des ruines partout, enfin des choses complètement voilà, qui ont des millénaires et qui sont au milieu des bâtiments, au milieu des gens qui passent. Et il y a personne à aucun moment, et c'est ça qui est magique, je pense, qui s'est dit, tiens, on devrait se débarrasser de ces vieilles pierres et faire un parking à la place. Non, ils se sont dit, on respecte. Et moi, je trouve ça trop cool. Voilà. Donc, voilà, je recommande beaucoup Athènes. Je recommande chaudement. Je pense que j'y retournerai. J'aimerais bien, en tout cas. Parce que c'est une super ville. J'ai trouvé que c'était une très très belle ville. Ok, très bien. On va peut-être passer aux questions. Sinon, je peux vous continuer à vous raconter ma vie pendant une heure. Notre première question aujourd'hui. On a des questions super encore, donc c'est cool. La première question, donc, sur le sommeil. Quand je suis seule, je n'arrive pas à m'endormir sans écran. J'ai peur, je crois. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, ma première question, qui est assez évidente, j'imagine, c'est mais de quoi as-tu peur? En fait, c'est assez important déjà déterminer ça. Tu dis j'ai peur, je crois, mais de quoi as-tu peur? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, et du coup je vais partir sur ce postulat-là, c'est la peur de se retrouver seul avec ses pensées en fait, et de ruminer, de questionner ses choix, de ressasser le passé, d'aborder l'avenir avec anxiété, etc. Donc c'est un peu le fait de se retrouver seul dans le noir avec rien à faire et à commencer à cogiter un peu trop et du coup à se perdre dans ses pensées, dans cette anxiété, dans ces choses qui nous qui stimule du coup le système nerveux parce qu'on réfléchit, on panique, on a peur, on n'est pas bien et ça, ce n'est pas vraiment le terreau fertile pour une bonne nuit de sommeil réparateur, pour s'endormir tranquillement. Donc, je dirais que dans un premier temps, si c'est trop dur de te passer d'écran, continue à utiliser ton téléphone. J'imagine que c'est le téléphone, ça peut être le PC, quoi que ce soit. Je dirais que voilà, dans un premier temps, si c'est trop dur, si tu sais que ça va te causer une grosse anxiété de ne pas avoir ce doudou de ton écran pour pouvoir t'endormir, garde ça. Garde ça. Mais peut-être l'utiliser de manière un peu plus consciente, un peu plus intentionnelle, et du coup de faire des choix apaisants plutôt que stimulants et addictifs. Donc par exemple, préférer regarder une série doudou, un truc qui te fait un truc un peu feel good, ou un documentaire sur la nature, ou des vidéos qui sont euh, qui sont plus apaisantes que de faire du doom scrolling sur Twitter qui va t'énerver ou sur TikTok enchaîner des vidéos sur TikTok qui vont être super stimulantes, super addictives où tu vas te retrouver à te coucher à pas d'heure pas parce que tu t'es pas fatigué, pas parce que t'as peur et que tu rumines, mais simplement parce que tu t'es laissé complètement embarquer dans des applis qui sont faites pour être addictives et pour te garder éveillé, te garder actif pendant le plus de temps possible. Donc peut-être être un peu plus intentionnel avec tes choix pour commencer et te dire ok, qu'est-ce que je peux utiliser pour me m'aérer un peu la tête pour penser à autre chose, mais sans que ça me stimule mon cerveau un peu trop fort. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, creuser un peu la question, te demander pourquoi tu peux pas te passer de ce téléphone, de ces écrans,
quel est leur rôle, quel est le rôle du téléphone, quel rôle il remplit, quel bienfait il t'apporte, parce que si tu le fais tous les soirs, c'est qu'il t'apporte un bienfait. Donc reconnaître ce bienfait, reconnaître ce que ça t'apporte, et te demander pourquoi tu peux pas faire sans, et qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour y arriver. Donc commencer à se poser un peu toutes ces questions, et on peut en discuter, n'hésite pas à me donner un peu, à m'envoyer un vocal ou un message pour me dire un peu ce que ça t'évoque, tout ça, ce genre de questions, ce genre de réflexion, et puis on pourra en discuter, il y a aucun souci. Alors, ce que je dirais, c'est que par exemple, si on a tendance à ruminer, est-ce qu'il est possible de dédier un moment avant le coucher pour mettre les choses au clair sur papier? Donc ça revient un peu à ce que je disais la semaine dernière sur notre tendance à la rumination. Rumination? Ouais, rumination, je pense. Si on a tendance à ruminer, est-ce qu'on peut pas faire du journaling, donc mettre ses pensées au clair sur du papier, si tu es en train d'hésiter entre plusieurs choses, entre plusieurs directions pour ta vie, par exemple, est-ce que tu peux pas, voilà, avoir cette réflexion, mais à un moment conscient, à un moment intentionnel, avant le coucher, avoir un moment vraiment dédié pour faire ça et pas attendre que ton cerveau soit au repos en fait. Et ça va rejoindre d'ailleurs la deuxième question ensuite. Donc je vais continuer ensuite. Je vais continuer ma réponse, ma réflexion dans la question suivante. Donc voilà, par exemple, si on a tendance à ruminer, du journaling, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre activité qui est moins stimulante du coup pour le cerveau, qui peut t'aider à décompresser le soir? Parce que c'est ça en fait le souci avec les écrans, c'est pas les écrans sont mauvais point, c'est le souci quand on est sur son téléphone le soir, c'est que les écrans sont faits pour nous garder éveillés, pour nous garder actifs, pour nous garder sur l'appli le plus possible, pour qu'on puisse regarder plein de pubs le plus possible et donc faire gagner de l'argent à ces sociétés-là. Donc c'est le souci des écrans, c'est que c'est addictif et que ça nous fait nous coucher à pas d'heure. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre activité apaisante que tu peux faire pour downshifter ton système nerveux, pour te relaxer, pour t'apaiser et te déstresser, quelque chose qui va plus être ça peut même être écouter un podcast ou écouter un audiobook, ça peut être de faire du yoga, bien sûr, de faire de la méditation, de faire du journaling, ça peut être de faire une activité créative, il y a des gens qui aiment bien faire du crochet, de la couture, de la peinture, du dessin, ça peut être un moment avec tes animaux, ça peut être vraiment n'importe quoi en fait. Mais du coup qui n'est pas stimulant pour le système nerveux, comme le sont les écrans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre activité que tu peux faire, même un appel avec un ami, une amie, ouais, n'importe quoi, mais qui ne soit pas addictif. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Je réalise qu'après une grosse période de rush, quand j'ai enfin un temps calme, c'est à ce moment-là que des préoccupations que j'avais mises un peu de côté émergent, notamment au milieu de la nuit ou au moment de relaxation. On fait quoi pour accueillir tout ça, mais quand même se reposer? Alors c'est pareil, du coup, ça rejoint donc la question un peu précédente. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moment de la journée que tu peux dédier à ces préoccupations? Parce que quand des soucis restent en arrière-plan comme ça, le cerveau va profiter du coup du moindre instant de répit pour s'y attaquer. C'est comme ça, c'est pas, voilà, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste comme ça que le cerveau fonctionne et c'est normal, il essaye de résoudre les conflits qu'il trouve et de progresser, de nous faire progresser. Donc c'est un mécanisme qui est top, sauf que bah voilà, nous quand on essaye de dormir ou de se détendre, on n'a pas vraiment envie de profiter de ce moment-là pour s'attaquer à toutes les erreurs qu'on a fait dans notre vie ou à des soucis
à des préoccupations qui vont du coup nous plomber notre moment de relaxation ou nous empêcher de dormir. Du coup, est-ce qu'on peut pas leur donner un espace, prendre un moment pour leur donner cet espace, pour y réfléchir, pour s'y attaquer, mais selon nos règles à nous, pas celles de notre cerveau, pas nous. Voilà, essayer de marcher, essayer de suivre la tendance de notre cerveau à vouloir régler ses soucis, mais en le guidant gentiment vers un moment qu'on a nous dédié intentionnellement à la résolution de problèmes. Donc on peut revenir à cette idée de journaling à un moment dans la journée, de trouver un moment qui nous arrange un peu plus que quand on se relaxe, pour que du coup quand on se relaxe, on peut faire que ça, on peut vraiment se détendre. C'est un peu ce que j'ai fait du coup la semaine dernière, parce que j'ai passé du coup, comme je disais, le week-end à Athènes, et je me disais, en fait, je savais très bien que si je partais en week-end sans avoir préparé ma semaine suivante, sans avoir fait tout ce que je devais faire, tout ce que je fais normalement le lundi, là je pouvais pas le faire parce que j'étais à Athènes le lundi, donc normalement le lundi c'est vraiment ma grosse journée de préparation. Du coup j'ai calé des moments dans ma semaine précédente pour faire mon boulot du lundi, parce que je savais très bien que sinon à Athènes je serais dans le Parthénon et je me dirais ah mais quand même j'ai pas préparé mon cours pour machin et il faut que je fasse ça, et puis ma newsletter, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Non, voilà, parce que je savais que le cerveau, dès qu'on se repose, il pense à tout ce qui nous stresse. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ça en avance, et j'ai pu profiter du Parthénon et ne penser qu'à Athéna à ce moment-là. Donc c'était cool. Et du coup, je vous conseille de faire la même chose, de prendre des moments dédiés, intentionnels. Et c'est toujours je radote, hein, mais c'est toujours l'idée, c'est d'être un peu plus intentionnel dans ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Ok, question suivante. Le yoga pourrait-il aider mon fils à évacuer sa colère et à retrouver le calme? Alors on parle ici d'un enfant de 3 ans, il me semble, 3 bientôt 4 peut-être. Donc de ces environs-là en tout cas. Et voilà, le disclaimer, comme toujours, le yoga pour les enfants, c'est pas ma spécialité. Il y a des formations pour ça, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, et qui pourront certainement t'en parler beaucoup mieux que moi. Mais du coup, je vais répondre avec ce que je sais, ce que je pense, mon point de vue aujourd'hui sur la question. C'est que il y a certains outils, je pense qu'ils peuvent déjà lui être utiles, et en fait, c'est jamais trop tôt pour commencer à planter les graines de la régulation émotionnelle. Voilà, je pense que forcément on peut pas avoir les mêmes attentes d'un enfant de 3 ans au niveau régulation émotionnelle que d'un adulte de 35, mais je pense qu'il est déjà possible de faire avancer les choses dans le bon sens, en fait, et que le plus tôt est le mieux, finalement, le plus tôt est le mieux. Donc on peut déjà l'aider, par exemple, à mettre des mots sur ce qu'il ressent, parce que c'est de la colère, de la tristesse, de l'impatience. Donc le faire s'exprimer un peu parce que, et c'est la même chose d'ailleurs pour les adultes, en fait. Quand on reconnaît, quand on nomme une émotion, ça lui donne déjà beaucoup moins de pouvoir sur nous-mêmes, en fait. Donc si par exemple on commence à paniquer et qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous, on n'arrive pas vraiment on le fait pas consciemment, on se dit pas consciemment, là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis frustrée, là je suis impatient, là je suis, etc. Ça peut être n'importe quoi. Dès qu'on met un mot sur l'émotion, qu'on se dit voilà, c'est ça qui m'arrive, tout de suite c'est beaucoup moins overwhelming, c'est beaucoup moins
étouffant parce qu'on comprend ce qui se passe. Et donc ça peut déjà aider, pareil, l'enfant de commencer. Alors peut-être pas avec une subtilité, une finesse dans l'analyse extrêmement forte, mais des choses comme la colère, la tristesse, je pense il peut déjà commencer à les reconnaître. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut l'aider à se calmer en l'encourageant à respirer lentement, à prendre des grandes inspirations, des grandes expirations, mais surtout lentes, pas nécessairement profondes, mais lents, pour désamorcer un peu le système nerveux. Et puis commencer doucement le yoga, donc la pratique plus physique du yoga, c'est également une bonne idée, je pense, pour lui apprendre à habiter son corps, à être plus à l'écoute de ses sensations corporelles, puis de ses émotions, de ses pensées, et toujours là encore le fait de reconnaître ce qui nous arrive, ce qui se passe en nous, pour que on reprenne un peu le contrôle là-dessus, pour qu'on ait un peu plus de confiance en soi, et c'est ce qui nous aide, nous, en tant qu'adultes aussi, à être beaucoup plus zen au quotidien grâce au yoga. Parce que on devient un peu plus maître de soi, maître de son corps et de ses émotions, et en les laissant toujours s'exprimer, mais sans les laisser nous contrôler, voilà. D'ailleurs, j'ai justement vu hier à ce sujet le résultat de 154 études qui ont été faites sur la régulation émotionnelle et les moyens de régulation émotionnelle. Et en gros, il disait que la respiration profonde, la méditation et le yoga sont de meilleurs antidotes à l'agression que le fait de crier, de donner des coups ou de courir ou de stimuler notre corps. Donc en gros, ça suggère que le meilleur moyen de réguler la colère, c'est pas de la laisser s'exprimer, c'est pas de donner des coups, de crier et de la laisser, de la shout, mais c'est de se calmer, en fait, de ralentir le rythme cardiaque et de down-réguler le système nerveux, de le laisser s'apaiser, en fait. Et, donc avec le yoga, avec la respiration, avec la méditation, c'est beaucoup plus sain que de crier. Ce qu'on pourrait penser que, ah bah oui, évidemment, mais parfois on se dit, et on pense d'ailleurs que c'est pareil pour les enfants, ah bah il est en colère, il faut juste qu'il laisse ça sortir de lui, et ça ira mieux. Bah non, apparemment non, en fait, ça ira mieux si on l'encourage à se calmer, si on l'encourage à respirer, si on l'encourage à exprimer avec des mots sa colère, ses sensations, ses émotions, mais pas nécessairement, ou même manifestement pas du tout, en le laissant crier et frapper et tout ça. Évidemment, c'est pas toujours évident, surtout avec des enfants. Donc voilà. Dernière question. Est-ce que toi, tu arrives à garder une routine qui te convient quand tu es en voyage ou en vacances? Y a-t-il des gens qui en sont capables? Alors ouais, il y a des gens qui y parviennent très bien. Je connais plusieurs personnes qui sont par exemple à fond dans le bodybuilding, qui ont un régime très strict, une grande discipline de vie, et pour eux c'est hyper important de garder leur routine, de trouver un moyen d'aller à la salle de sport même quand ils sont en vacances, de manger de façon optimale même quand ils vont au restaurant plus souvent, et ils y arrivent très bien. Il y a des gens qui arrivent très bien. Mais pourquoi ils y arrivent très bien? Parce que ils sont très conscients de leur objectif, de ce qu'ils recherchent, de ce qu'ils veulent dans la vie, et ils placent cet objectif, cette priorité donc de l'apparence physique, du bodybuilding, au-dessus de tout le reste. Et du coup, je pense que c'est là encore une fois, c'est encore cette histoire d'être intentionnel, mais pour être intentionnel, il faut vraiment avoir bien conscience de son objectif et de ce qu'on recherche en fait à atteindre, pour ensuite aviser et pour ensuite planifier notre vie et vivre notre vie de façon intentionnelle, vous l'avez deviné. Du coup, on peut se demander, à quoi me sert ma routine? À quoi te sert ta routine? Est-ce que je me sens moins bien dans ma peau quand je la fais pas?
Qu'est-ce que je peux faire, même quand je suis en voyage, pour en ressentir au max les bienfaits, sans devoir faire nécessairement toute ma routine ou voilà, sans avoir parfois j'ai pas mes blocs de yoga, j'ai pas mon tapis de yoga. Qu'est-ce que je peux faire quand même? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'aider à passer une bonne journée, une meilleure journée, à me sentir mieux dans ma peau, même si je ne peux pas faire tout? Qu'est-ce que je peux faire au minimum? Quel est le minimum que je peux faire? Donc c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, voilà, pour voir si pour aborder en fait ces voyages et ces moments où la routine est perturbée d'une manière plus sereine. Pour revenir à mon week-end, j'étais à Athènes. J'ai pas fait ma routine de yoga le matin, mais c'était intentionnel. Je savais, avant de partir, je savais que je partirais que pour 3-4 jours, que ça allait pas avoir un impact monstrueux de pas faire mon yoga tous les matins. Et j'avais envie, en fait, même d'un rythme différent. J'avais envie de briser ma routine et de ne pas faire la même chose que tout ce que je fais tous les matins. J'adore ma routine, mais parfois on a envie de l'envoyer péter aussi, juste parce qu'on sait que ça va durer que 3-4 jours et on veut profiter d'autres choses. Et moi, ma priorité, c'était pas du coup comme un bodybuilder de d'avoir toujours mon alimentation calculée à la calorie près ou voilà, ma priorité c'était de profiter de ces 3-4 jours dans un environnement complètement différent, avec des expériences complètement différentes. Je savais aussi que j'allais beaucoup bouger de toute façon pendant la journée, que j'allais beaucoup marcher, explorer, machin truc. Donc je savais que l'impact que mon corps allait bouger, allait pas être juste assis sur un canapé pendant une semaine. Et si justement, je sais pas, si j'allais dans ma famille et que je savais que j'allais rester au même endroit chez ma mère pendant une semaine et que on allait sans doute pas beaucoup bouger, pas beaucoup marcher, à ce moment-là, j'aurais certainement essayé d'avoir une routine physique un peu plus tous les matins. Voilà, l'idée, c'est juste d'y réfléchir peut-être un peu avant et de se dire, ok, à quoi va ressembler mon voyage et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien. Donc, j'ai quand même fait quelques étirements, quelques postures, mais c'était plus pour soulager mes jambes et mon dos après avoir marché toute la journée et grimpé, parce qu'il y a des collines à Athènes, et donc ça grimpe et voilà. Donc j'ai toujours ces outils-là sous la main pour me sentir mieux. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire, ok, à quoi sert ma routine? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Et ça revient, finalement, c'est toujours la même chose qui revient même dans la première question, le fait de comprendre en fait nos comportements, comme par exemple le soir, pardon, cette personne qui parlait d'être sur son téléphone le soir, comprendre, ok, pourquoi je ne peux pas me passer de mon téléphone le soir, qu'est-ce que ça m'apporte, ok, est-ce que pour changer ça, si je sais que être sur mon téléphone le soir, c'est pas top, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avoir les mêmes bienfaits? Là, c'est pareil avec la routine, ok, si j'ai pas ma routine, qu'est-ce que je peux faire pour toujours me sentir bien? Donc réfléchir à ce genre de choses et vivre sa vie de façon plus intentionnelle. Voilà. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à continuer à m'envoyer vos questions. C'est toujours un plaisir de les lire et d'y répondre et d'essayer d'être utile dans ce monde. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Bye bye.